tir à l'arc, grandes batailles et balades chantant leurs exploits héroïques. Voilà l'image que beaucoup se font aujourd'hui des archers médiévaux. Mais la réalité de ces hommes était bien différente de ce que projettent les films et les séries hollywoodiennes. Être archer au Moyen-Âge était un métier brutal, qui épuisait l'esprit et exigeait du corps qu'il atteigne ses limites. Et là où beaucoup voyaient la gloire et la renommée, se cachaient des années d'efforts et de dévouement pour maîtriser une arme de guerre qui, durant le Moyen-Âge, semait la peur dans le cœur des ennemis. À une époque historique agitée, où les conflits géopolitiques se réglèrent par la guerre, il était indispensable de compter sur les meilleurs soldats à chaque ligne de combat. Dans de nombreux royaumes d'Europe, il n'existait pas d'armée centralisée dépendant uniquement du roi, mais chaque seigneur féodal agissait comme un chef de guerre, avec ses propres hommes et défendant ses propres intérêts. C'est pourquoi la formation militaire des garçons était si importante. Il fallait garantir qu'en cas de guerre, ils soient suffisamment préparés à manier les armes. Et bien que nous associons la période médiévale aux grandes épées et aux chevaliers en armure, peu d'armes furent aussi efficaces et redoutées que l'arc. C'est pour cette raison que l'image de l'archer est si étroitement liée au Moyen-Âge, mais l'utilisation de l'arc comme arme de guerre et instrument de chasse remonte à la préhistoire. Bien qu'il n'y ait pas de consensus sur la date exacte, les archéologues estiment que l'arc et la flèche commencèrent à être utilisés à la fin du IVe siècle paléolithique supérieur, vers l'an 10 000 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'à l'âge du bronze qu'ils devinrent une arme clé des armées, jouant un rôle fondamental dans les conquêtes de civilisations comme l'Égypte et la Mésopotamie, puis des empires comme les Assyriens et les Hittites. De nombreuses grandes batailles furent décidées grâce à l'habileté des archers et leur capacité à abattre des ennemis à distance. Mais c'est sans aucun doute au Moyen-Âge que leur usage connut son apogée. Durant le Moyen-Âge, pratiquement toutes les armées comptaient des archers dans leur rang. À cette époque, il était impensable de concevoir une stratégie de bataille sans attaque à l'arc, car cela faisait souvent la différence entre une victoire et une défaite. Mais malgré l'usage universel de cette arme, deux grands royaumes se distinguaient par leur maîtrise, les Anglais et les Mongols. Tant pour les Anglais que pour les Mongols, les archers constituaient la base fondamentale de leurs armées au Moyen-Âge. Les deux royaumes fondaient une grande partie de leur victoire sur l'habileté de leurs archers, qui étaient entraînés dès l'enfance à manier cette arme. Les Anglais médiévaux savaient que leur arme la plus puissante était le longbow, qui pouvait atteindre 2 mètres. Ceux-ci étaient fabriqués en bois d'if, un matériau à la fois souple à l'extérieur et dur à l'intérieur. On obtenait ainsi une arme très élastique et résistante, mais dont la maîtrise nécessitait un entraînement régulier et constant pendant de nombreuses années. Faire des archers anglais les meilleurs devint une politique d'État. C'est pourquoi, au XIVe siècle, le roi Édouard III publia une proclamation royale obligeant les hommes du royaume à pratiquer le tir à l'arc les dimanches et jours fériés au lieu de se livrer à des jeux futiles comme les dés, les quilles ou le football. Cela nous montre une des raisons pour lesquelles les inventeurs du football n'ont pas gagné de Coupe du Monde depuis près de 60 ans. Mais revenons à l'archerie anglaise. Chaque dimanche, les Anglais devaient aller à la messe, Dieu d'abord, toujours. Et une fois la cérémonie religieuse terminée, tout homme âgé de 7 à 60 ans devait prendre son arc et ses flèches pour aller s'entraîner. Dans les villages, il y avait souvent des instructeurs d'archerie, généralement d'anciens soldats. Ceux-ci étaient chargés d'enseigner aux enfants les secrets de cette arme. Ainsi, pendant que les fillettes jouaient, les petits garçons devaient apprendre à tirer avec précision. Les autorités espéraient qu'à 12 ans, tout garçon sache utiliser un longbow anglais. Ce n'était pas une tâche facile, car cette arme nécessitait environ 45 kg de force pour tendre la corde à chaque tir. C'est pourquoi une grande partie de l'entraînement des archers consistait à développer leur force, en soulevant des pierres et des poids rudimentaires. Les vestiges archéologiques nous révèlent un passé effrayant pour ces enfants, qui finissaient chaque dimanche avec les mains douloureuses, en sang et couvertes d'ampoules. Les restes fossiles montrent que les archers médiévaux présentèrent souvent des déformations aux doigts, un bras plus long que l'autre, et un développement osseux supérieur au bras gauche. Tout cela était le fruit des entraînements durs et épuisants auxquels ils étaient soumis dès l'enfance.
Tout ce travail commençait très jeune, pour qu'à l'âge adulte, un archer anglais puisse atteindre une cible à 200 mètres de distance et tirer un minimum de 5 flèches par minute. Les plus expérimentés pouvaient même en tirer jusqu'à 12 par minute, faisant d'eux de véritables troupes d'élite, selon les standards médiévaux. Mais si tu penses que la formation d'un archer anglais était difficile, tu n'imagines pas à quel point les Mongols étaient exigeants avec les leurs. Au Moyen Âge, tout homme mongol devait posséder 3 compétences indispensables: savoir monter à cheval, combattre au corps à corps et tirer à l'arc. Pour exceller dans cette dernière, les enfants commençaient leur entraînement dès l'âge de 3 ans. Mais contrairement aux enfants anglais, les Mongols compliquaient encore davantage la tâche, car les futurs archers devaient apprendre à tirer des flèches à cheval. Les enfants mongols apprenaient à monter à cheval avant même de bien savoir marcher. On leur donnait un petit arc pour qu'ils s'exercent d'abord sur des cibles fixes, puis en mouvement. Une fois qu'ils maîtrisèrent le cheval, on leur apprenait à tirer dans plusieurs directions en galopant, y compris des tirs complexes, comme lancer des flèches vers l'arrière. À l'adolescence, les archers mongols avaient développé une grande force dans les bras et le torse, en plus d'être des cavaliers experts. Tous ces éléments se combinaient avec une arme létale pour l'époque, l'arc composite mongol. Ce type d'arc combinait plusieurs matériaux comme le bois et les tendons d'animaux, tout en étant léger et facile à transporter à cheval. Sa puissance de tension était comparable à celle du longbow anglais, ce qui permettait aux meilleurs archers mongols d'atteindre des cibles à 300 mètres de distance et de tirer jusqu'à 6 ou 7 flèches par minute tout en chevauchant à pleine vitesse. Tant pour les Mongols que pour les Anglais, les archers constituaient la base de leurs troupes. C'est en grande partie grâce à eux qu'ils remportèrent des dizaines de combats et d'affrontements. Les Mongols, en utilisant des stratégies comme encercler l'ennemi ou feindre une retraite pour attirer leurs adversaires dans des embuscades, réussirent à étendre leur territoire comme aucun autre empire. En 1279 après Jésus-Christ, les territoires contrôlés par Kubilai Khan comprenaient le Moyen-Orient, le Caucase, l'Asie et l'Europe de l'Est. Quant aux Anglais, ils eurent de nombreuses occasions de démontrer la létalité de leurs archers et leur influence décisive sur l'issue des batailles. Mais aucun affrontement impliquant leurs arcs ne fut aussi légendaire que la bataille de Crécy. Nous étions le 26 août 1346, lorsque, dans le nord-ouest de la France, l'armée anglaise commandée par le roi Édouard III affronta l'armée française dirigée par le roi Philippe VI. C'était l'époque de la guerre de 100 ans, et les Anglais pratiquaient leur passe-temps favori. Autrement dit, ils pillaient le nord de la France. Puisque l'affrontement avec l'armée française était inévitable, le roi Édouard III ordonna de préparer une position défensive sur une colline près du village de Crécy-en-Ponthieu. Bon connaisseur de l'art de la guerre, le roi anglais fit en sorte que ses troupes occupent les hauteurs avant la bataille. Les Anglais disposaient d'une armée bien équipée d'environ 10 000 hommes, bien que les historiens n'aient pas pu établir un chiffre exact. Cependant, les chroniques de l'époque indiquent que les troupes anglaises étaient composées de lanciers, de cavalerie légère, d'hommes d'armes et de leur plus grande force, plus de 5 000 archers gallois et anglais. C'était une armée aguerrie, car plus de la moitié de ces soldats étaient des vétérans de guerre et savaient parfaitement ce que signifiait tout donner au combat. Comme dans un match de Ligue des Champions, les Français arrivèrent avec l'avantage d'être sur leur territoire et avec des troupes qui étaient au moins 2 fois plus nombreuses que celles des Anglais. Certains historiens vont même jusqu'à affirmer que l'armée de Philippe VI aurait pu tripler sans difficulté celle d'Édouard III. Leur principale carte maîtresse était leur cavalerie de lanciers et plus de 6 000 arbalétriers génois. Le roi Édouard déploya ses hommes avec soin, orientés vers le sud-est sur une pente inclinée, dans une position qui empêchait les Français de les prendre à revers et leur garantissait une voie de retraite en cas de besoin. Et tandis qu'ils attendaient l'arrivée des Français, les Anglais creusèrent des tranchées devant leur position afin de désorganiser la cavalerie française. De plus, ils profitèrent de l'attente pour se reposer, ce qui leur permit d'être en meilleure forme physique et mentale que leurs adversaires. Le combat débuta par un bref échange de tirs à l'arc, puis Philippe VI ordonna à ses arbalétriers d'attaquer frontalement. Les mercenaires génois étaient fatigués, et les cordes de leurs arbalètes humides, si bien qu'avant d'atteindre une distance de tir utile, ils furent massacrés par les archers anglais.
Cela provoqua la retraite des arbalétriers. Face à la fuite de ces mercenaires, le roi de France ordonna à sa propre cavalerie de passer à l'attaque. Mais les cavaliers durent avancer parmi les arbalétriers en déroute, dans la boue, en montée et sous une pluie incessante de flèches. Le scénario resta le même jusqu'à presque minuit. Les Français lançaient des vagues de cavalerie désorganisées que les Anglais repoussaient grâce à la précision de leurs archers. En général, chaque archer portait 24 flèches dans son carquois, mais à la bataille de Crécy, on leur en donna 2 de plus, pour un total de 72 tirs. Les historiens avancent la possibilité qu'ils aient reçu des ravitaillements durant la bataille, et que certains aient pris le risque de récupérer des flèches tirées pendant les pauses du combat. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, les arcs longs anglais tirèrent plus d'1 demi-million de flèches. Une quantité suffisante pour ôter la vie à plus de 20 000 soldats français. En outre, plus de 1000 nobles périrent durant l'affrontement, parmi lesquels 2 rois, 9 princes, 10 comtes, un duc, un archevêque et un évêque. Et la question que l'on se pose est, que faisaient 2 clercs de l'Église à se battre dans une guerre? De leur côté, les Anglais ne rapportèrent qu'environ 300 pertes. La bataille de Crécy est considérée comme l'un des affrontements les plus importants du Moyen Âge. Cette bataille démontra la supériorité tactique de l'arc anglais sur la cavalerie lourde et les arbalètes. Elle fit également des archers anglais des troupes très prisées par les monarques de toute l'Europe, qui commencèrent à les engager comme mercenaires pour mener leur guerre en Italie et en Hongrie. Mais tout n'était pas rose pour les archers pendant les batailles. Certains mouraient au combat, d'autres des suites de leurs blessures. Car une fois les flèches épuisées, les arcs se transformaient en bâtons. Bien que beaucoup maîtrisaient également l'épée, la majorité des archers devenaient des soldats inexpérimentés lorsqu'il fallait combattre au corps à corps. Ainsi, la plus petite blessure reçue au combat pouvait s'aggraver et causer des dommages bien plus importants. Les traitements étaient rudimentaires, très douloureux et souvent inefficaces. La médecine médiévale, surtout celle pratiquée en campagne, mêlait des éléments superstitieux à des croyances religieuses et des savoirs empiriques. Comme dans toute guerre, il était courant que les soldats souffrent de lacérations, de fractures osseuses, de traumatismes, de brûlures et de blessures perforantes. Et les archers n'échappèrent pas à cela. Les hémorragies étaient stoppées avec des linges d'hygiène douteuses, de la mousse ou de la laine pressée pour absorber le sang. Parfois, on utilisait des garrots rudimentaires, mais la méthode préférée des des médecins médiévaux, était de cautériser la plaie au fer rouge. Si la blessure ne tuait pas, le choc le faisait. Les plaies étaient lavées avec du vin, du vinaigre, de l'eau chaude ou de la saumure. Certains de ces éléments étaient utiles, comme le vin, qui a des propriétés antiseptiques, mais on appliquait ensuite des onguents faits de graisse, de fumier ou de mélange d'herbes sales. Quant aux fractures, elles étaient traitées avec des attelles en os ou en bois servant à immobiliser le membre. Mais dans les cas les plus graves, on pratiquait l'amputation. Et non, ces opérations et traitements n'étaient pas réalisés par des professionnels de la santé, mais par des chirurgiens de campagne qui n'étaient rien d'autre que des barbiers sangueurs, lesquels, en plus de soigner les blessés, faisaient office de dentistes et coupaient aussi les cheveux des troupes. Lorsqu'ils recevaient un blessé atteint par des flèches, ils tentaient d'extraire la flèche avec précaution si la pointe n'était pas trop profonde. Si la pointe était logée dans l'os ou profondément enfoncée dans la chair, ils la poussaient de l'autre côté ou essayaient de l'extraire à l'aide d'instruments spéciaux comme des pinces, ce qui provoquait presque toujours plus de dégâts. Parfois, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était laisser la flèche dans le corps et prier pour la survie du blessé. Et souvent, tout dépendait du corps de l'archer, de sa force physique, pour survivre. Le manque de connaissances médicales faisait de la plus petite blessure sur un champ de bataille un véritable danger pour la vie. Mais à la fin de la journée, toutes les guerres se terminaient, et ces archers médiévaux qui avaient eu la chance de survivre devaient rentrer chez eux sans autre récompense que les retrouvailles avec leurs proches et une poignée d'histoires à raconter le soir venu. Beaucoup rentraient, blessés ou handicapés pour le reste de leurs jours. L'utilisation constante de l'arc long laissait de graves séquelles sur les muscles et les os.
Les plus fréquentes étaient des déformations du bras et de l'épaule. Les découvertes archéologiques montrent aussi que de nombreux archers souffraient de scoliose due à la tension répétée. À cela s'ajoutaient des problèmes articulaires chroniques aux poignets, au dos et au coude. Toutes ces affections compliquaient leur retour à leur métier, car bien qu'ils aient été de courageux guerriers très habiles, la majorité des archers victorieux n'étaient que de simples paysans. Ainsi, toute blessure ou lésion, même minime, pouvait les empêcher de retourner au champ et de subvenir aux besoins de leur famille. Seuls quelques-uns recevaient des butins ou des pensions, mais la plupart étaient enrôlés comme miliciens ou s'engagèrent dans l'armée pour éviter de payer des impôts. Les soldes de l'armée étaient souvent irrégulières et versés en retard. Et à leur retour, il y avait toujours le risque de retrouver leurs terres en mauvais état ou que leur famille ait été dépossédée. Après des mois ou des années à se battre pour leur seigneur et roi, beaucoup rentraient chez eux sans terres à cultiver, avec leurs familles appauvries et mêlées à des litiges juridiques. Vous vous souvenez de la bataille de Crécy? Vous vous souvenez comment les archers anglais réussirent à vaincre les troupes françaises, pourtant presque 3 fois plus nombreuses? Eh bien, beaucoup de ces hommes rentrèrent en Angleterre sans recevoir ni les paiements ni les terres qui leur avaient été promis, et furent contraints de s'enrôler comme mercenaires dans d'autres guerres, faute d'alternatives économiques. D'autres finirent mendiants dans les villes et villages anglais. Passer de la guerre à la vie paysanne était un changement brutal, surtout pour ces archers qui avaient ressenti dans leur chair la violence extrême de la guerre. Bien que le concept de traumatisme de guerre n'existât pas au Moyen Âge, de nombreux archers rentraient chez eux avec des symptômes que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un stress post-traumatique. Ils souffraient de crises d'anxiété ou de dépression et avaient des difficultés à dormir la nuit. Encore et encore, ils revivaient la violence et le chaos de la bataille. Et il leur était très difficile de se réintégrer à la vie de famille ou rurale. Car, au Moyen Âge, de nombreux archers participèrent à des combats si brutaux qu'on les qualifierait aujourd'hui de véritables boucheries. Un exemple de cela est la bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415, où, après leur victoire, les archers anglais massacrèrent les prisonniers français sur ordre du roi Henri V. Mais, en bons hommes poilus et virils, les archers médiévaux ne s'asseyaient pas pour déprimer pendant que la vie leur passait sous les yeux. Et comme il n'existait pas d'antidépresseurs au Moyen Âge, la majorité, une fois rentrés chez eux, se consacraient à leur métier, prenaient soin de leur famille, buvaient et se remémoraient les histoires de guerre avec leurs camarades d'armes. Certains participaient aux foires des villages et des villes, exhibant leurs compétences dans des concours de tir à l'arc. Cela leur apportait une gloire passagère et parfois une petite récompense sous forme d'argent ou de vivres. Pendant ce temps, les archers les plus expérimentés retournaient chaque dimanche enseigner aux nouvelles générations l'art de la guerre. Mais comme le Moyen Âge était une époque troublée, il était courant que des conflits éclatent entre royaumes ou seigneurs féodaux. Ainsi, il y avait presque toujours des nobles et des rois intéressés par les services d'archers mercenaires talentueux. Après la guerre de 100 ans, les archers devinrent une composante importante des armées, et il ne fallut pas longtemps pour que des compagnies de mercenaires apparaissent, recrutant les meilleurs spécialistes du tir à l'arc. Par exemple, les archers de la compagnie dirigée par l'anglais John Hawkwood touchèrent des salaires allant de 4 à 6 pence par jour, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 50 à 100 euros par jour. D'autres archers étaient engagés comme soldats professionnels pour travailler comme gardiens de châteaux ou défenseurs de forteresses, postes pour lesquels ils pouvaient percevoir de bons salaires pour l'époque. Et en temps de paix prolongée, il y avait toujours un groupe qui se consacrait à la politique, au brigandage, car ils avaient l'habitude de voler les impôts des citoyens ou les gains des commerçants et marchands, en prétextant qu'ils les redistribueraient ensuite aux pauvres. Et c'était ainsi, car le courage et les capacités au combat des archers pendant les guerres ne se traduisaient généralement ni en gains économiques, ni en honneur ou en gloire. Contrairement aux nobles et chevaliers, les archers étaient de simples soldats, un numéro de plus dans les rangs de l'armée, et leur nom était donc rarement mentionné dans les chroniques des batailles.
C'est pour cette raison que le plus célèbre de tous les archers médiévaux est Robin des Bois, défenseur des pauvres et ennemi des politiciens méchants et corrompus, qui combattait pour son peuple et pour un gouvernement juste. Tristement, la légende de Robin de Locksley n'est que cela, une légende incarnant les valeurs de milliers d'archers médiévaux anonymes qui donnèrent leur vie pour l'honneur, sans rien recevoir en retour. Et toi? Aurais-tu aimé être un archer au Moyen-Âge? Laisse-nous ton avis dans les commentaires et à la prochaine vidéo.